Lucas Davenport fixait le message texte sur son téléphone. La lumière bleutée de l'écran illuminait son visage marqué, dans la pénombre de l'avion militaire de transport qui le ramenait enfin au pays. Autour de lui, d'autres soldats somnolaient ou bavardaient avec excitation à l'idée de rentrer chez eux pour Noël. Mais Lucas, lui, sentait le sang quitter son visage. Il relisait le message, encore une fois. Noël est mieux sans toi. Maman ne veut pas de toi non plus. Ne viens pas. Le message venait d'Eden, son fils de 16 ans. Après 3 déploiements consécutifs avec les forces spéciales, 4 années passées à risquer sa vie, avec pour seule pause quelques visites furtives à la maison, ce retour devait être son triomphe, son Noël, le premier vrai Noël avec sa famille depuis des années. Il avait traversé des zones de guerre étouffées par la poussière, survécu à d'innombrables nuits dans des bases avancées, vu des frères d'armes tomber à ses côtés. Et pendant tout ce temps, une seule pensée le soutenait, je fais ça pour eux. Pour ma famille. Ses doigts tremblaient au-dessus de l'écran. Des dizaines de réponses se bousculaient dans son esprit, des questions, des protestations, de la colère. Mais 17 années de discipline militaire lui avaient appris à être concis, à économiser ses mots. Il tapa un seul mot. Compris. Puis il ouvrit son application bancaire. En silence, il modifia quelques paramètres. Quelques gestes rapides transférèrent des fonds d'un compte commun vers un compte privé, un compte que sa femme Mélissa ne connaissait pas. Lucas avait toujours été prévoyant. L'avion subit une turbulence. Lucas ne broncha même pas. Son esprit était déjà ailleurs, en alerte, en mode tactique. Les mêmes réflexes qu'il avait maintenus en vie au combat se réactivaient, mais pour un tout autre champ de bataille. Le sergent Wilson, assis à côté de lui, remarqua son expression. « Tout va bien, Davenport ? Mauvaise nouvelle de la maison ?» Lucas verrouilla son téléphone. « Juste un changement de plan. Je croyais que tu partais direct pour Colorado Springs. » « C'était le plan, » dit Lucas, la voix neutre. Mais ce n'est plus le cas. Le colonel Ray Peters retrouva Lucas dans le terminal après l'atterrissage à la base aérienne d'Andrew. Officier supérieur de Lucas depuis 7 ans, il le connaissait mieux que quiconque. « Davenport, je te croyais déjà en route pour Colorado. Ton vol de correspondance est parti il y a 20 minutes. » Lucas leva les yeux de son ordinateur portable. « Changement de direction, mon colonel. » Le colonel le fixa. « Ta femme est au courant ? » « Non, mon colonel. » Il s'assit à côté de lui. « Problème à la maison ? » « Rien que je ne puisse gérer, » répondit Lucas en finalisant la réservation d'une voiture de location. « Tu as vécu l'enfer pendant tes derniers déploiements, Davenport. Kandahar, ce chaos en Syrie, l'extraction au Yémen. Tu mérites ce retour. » Lucas cessa de taper. « Il semble que je ne sois pas le bienvenu. » Les sourcils du colonel se haussèrent. « Tu veux en parler ? » « Pas vraiment, mon colonel. »« Très bien, » dit Peters en lui tendant une carte de visite. « Mon beau-frère. Le meilleur avocat spécialisé en divorce de Virginie. Juste au cas où ton détour deviendrait permanent. » Lucas prit la carte et la glissa dans son portefeuille. « Merci, mon colonel. Quoi qu'il arrive, souviens-toi de qui tu es, Davenport. Tu es un stratège. Ne fais rien de stupide. » Lucas esquissa un mince sourire. « Je ne fais jamais rien de stupide, mon colonel. Tout ce que je fais est calculé. » 48 heures plus tard, Lucas était dans une chambre d'hôtel modeste à Denver. Son téléphone s'illuminait, 13e appel manqué en 2 heures. Celui-ci venait d'un numéro du Colorado qu'il ne reconnaissait pas. Il le laissa aller sur la messagerie. Quand la notification apparut, il écouta. « Monsieur Davenport, ici Graham Phillips, du cabinet Phillips et Waterman, avocat. Je représente Mélissa Davenport dans cette affaire. Il est impératif que nous parlions immédiatement des actions financières que vous avez entreprises. Merci de rappeler notre bureau au plus vite. » Lucas regarda sa montre, ouvrit son ordinateur et actualisa la page bancaire. Le virement avait été validé. La seconde phase de son plan pouvait commencer. Il n'était pas qu'un soldat. Il était un stratège. Et Mélissa avait oublié cela.
Chapitre 2 La découverte. Lucas se rappelait encore parfaitement de leur mariage, 16 ans plus tôt. Mélissa, radieuse, dans sa robe blanche simple. Ses cheveux auburn captant la lumière du soleil. À l'époque, lui n'était qu'un jeune lieutenant idéaliste, rêvant de faire une différence. Elle, une infirmière dévouée au cœur immense. Ils avaient construit leur vie ensemble, brique par brique. La maison à Colorado Springs. La naissance d'Eden. Puis, 3 ans plus tard, leur fille Nora. Mais les longs déploiements avaient commencé à user leurs liens. Durant sa 3e mission, Lucas avait tout tenté pour combler la distance, appels vidéo dès qu'il le pouvait, colis pour les anniversaires, voyages surprises pendant ses permissions. Mais quelque chose avait changé depuis 1 an. Les appels de Mélissa devenaient plus courts. Ses lettres, plus rares. Il avait attribué cela au stress de tout gérer seul. Et maintenant, assis dans une voiture de location anonyme, garé devant sa propre maison, Lucas comprenait à quel point il avait été naïf. Une Audi grise, inconnue, était garée dans l'allée à côté du SUV de Mélissa. À travers ses jumelles, Lucas observa un homme grand, aux cheveux poivre et sel, sortir par sa porte d'entrée, suivi de Mélissa. Ils s'étreignirent sur le perron. Ce n'était pas une accolade amicale. C'était une étreinte intime. Elle se termina par un baiser qui dura trop longtemps. Lucas ne bougea pas. Sa respiration contrôlée, comme il l'avait appris en mission de surveillance. Il prit plusieurs photos avec son téléphone, puis démarra la voiture. Alors qu'il s'éloignait, il leva les yeux. Eden. Son fils. Le regardait depuis la fenêtre de l'étage. Leurs yeux se croisèrent, 1 seconde. Puis Lucas disparut au coin de la rue. Prochaine étape, le lycée Riverdale. Il attendit dans le parking jusqu'à la sonnerie de fin de journée. Les élèves sortirent en masse. Il lui fallut 10 minutes pour repérer Nora dans la foule. Sa fille de 14 ans avait grandi. Sa coiffure avait changé. Mais Lucas l'aurait reconnue entre mille. Il l'observa monter dans la voiture d'une amie, riant à une blague. Aucun signe que son monde s'effondrait. Aucun indice montrant qu'elle aurait participé à l'envoi du message. Mais Lucas devait en avoir le cœur net. Ce soir-là, il suivit l'Audi grise jusqu'à un quartier huppé du nord de la ville. L'homme qu'il avait identifié grâce à une simple recherche dans les fichiers du DMV s'appelait Dr Nathaniel Wilcox, chef du service chirurgie à l'hôpital Memorial, là où Mélissa travaillait. L'Audi s'arrêta devant une grande maison de style Tudor. Lucas se gara non loin de là, sans couper le moteur. Et il marcha jusqu'à un café avec vue sur la maison. Il ouvrit son ordinateur portable et, grâce aux compétences acquises lors de ses opérations de renseignement, accéda au registre public. Concernant le Dr Wilcox, divorcé depuis 3 ans. 2 mariages précédents. Tous 2 terminés de la même manière. Un schéma commençait à se dessiner. Son téléphone sonna de nouveau, Mélissa. Il rejeta l'appel et consulta à la place sa boîte mail. Un message de son ancien compagnon d'armée, aujourd'hui reconverti dans la cybersécurité. Et ce message contenait exactement ce qu'il avait demandé. Un accès complet à l'historique des messages de Mélissa. Là, noir sur blanc, la vérité éclatait. La liaison durait depuis 18 mois. Des messages planifiant des rendez-vous pendant que Lucas était en mission. Des discussions sur leur avenir ensemble. Et, plus glaçant que tout, des conversations détaillées sur comment annoncer à Lucas qu'il voulait divorcer. Au moment le plus avantageux financièrement pour Mélissa. Mais le message qui lui glaça véritablement le sang ne venait pas de Mélissa à Nathaniel. Il venait de Mélissa à Eden. Envoyé la veille du jour où Lucas reçut ce message dévastateur. Ton père rentre demain. Souviens-toi de ce qu'on a dit. C'est mieux ainsi. Le docteur Wilcox sera une meilleure figure paternelle pour toi et pour Nora. Sois fort. Lucas referma son ordinateur. Son fils ne l'avait pas trahi de lui-même. Il avait été manipulé. Mais cela n'excusait pas tout. Pas complètement. Alors que la nuit tombait, Lucas se dirigea vers un autre hôtel. Il paya en espèces.
et commença à planifier méthodiquement ses prochaines actions. Le colonel Peters avait eu raison sur un point. Lucas était un stratège. Mais il s'était trompé sur un autre. Parfois, ce qu'on appelle de l'impulsivité ressemble beaucoup à de la stratégie pour ceux qui ne savent pas regarder. Son téléphone vibra. Un message. Numéro inconnu. Ici Ted Phillips, l'avocat de votre épouse. Vous devez répondre immédiatement ou faire face à des conséquences juridiques. Lucas répondit simplement. Compris. Puis il éteignit son téléphone. Et continua à planifier. Chapitre 3 La stratégie. Le modeste immeuble de bureau du centre-ville de Denver abritait Endové Investigation, une agence privée dirigée par Dominique Foster, un ancien marine ayant servi avec Lucas lors de sa première mission en Irak. Lucas n'avait pas prévenu de sa venue. Mais lorsque Dominique le vit franchir la porte, son visage s'illumina. Davenport ? J'ai entendu dire que t'étais encore en train de te faire tirer dessus là-bas. L'ex-marine costaud l'enlaça dans une accolade d'ours. Je viens juste de rentrer, répondit Lucas, rendant l'accolade avec moins d'enthousiasme. Dominique recula, examinant son visage. C'est pas une visite de courtoisie, hein ? J'ai besoin de ton aide, Dom. 1 heure plus tard, ils étaient assis, entourés de dossiers de textos, relevés bancaires et documents immobiliers. Dominique siffla, abasourdi. Ta femme et le bon docteur n'ont pas chômé. Compte joint ouvert il y a 6 mois. Week-end en amoureux pendant que tu risquais ta peau. Et regarde ça, ils font des recherches pour acheter ensemble. Il désigna une série de mets. C'est pour des visites de propriété à Aspen. Résidence secondaire, maison de vacances. Et, financé avec quel argent, d'après toi? Le mien, répondit Lucas, même s'il connaissait déjà la réponse. Dominique le fixa droit dans les yeux. Ouais. Ton salaire militaire. Ton portefeuille d'investissement. Et apparemment, ils ont même tapé dans le fonds en fiducie de ton grand-père, celui que t'avais mis de côté pour les études des enfants. Une colère glaciale se répandit dans la poitrine de Lucas. L'argent n'était pas ce qui comptait le plus. Ce qui faisait mal, c'était la trahison. La préméditation. La manipulation froide. C'est quoi ton plan, Luc? Parce que juste transférer la moitié de tes biens et changer quelques bénéficiaires, ça suffira pas si elle a un bon avocat. Je ne vais pas juste changer les bénéficiaires, répondit Lucas à voix basse. Je vais changer tout. Il me faut des preuves solides. Et vite. Dominique hocha la tête. Je peux tout avoir en 72 heures. Mais ça te coûtera. L'argent n'est pas un problème. Dominique se pencha, plus grave. Mais c'est pas juste une question d'argent. Qu'est-ce que tu comptes faire de tout ça, Luc? Parce que si t'as une idée en tête, disons, définitive. Je ne vais tuer personne, coupa Lucas. Je suis un soldat. Pas un assassin. Dominique se détendit légèrement. Bien. Parce que là, je t'aurais pas aidé. Mais si tu veux leur faire payer, légalement, alors je suis avec toi. Brûlons leur monde jusqu'aux fondations. Mais ne franchis pas la ligne. La seule ligne qui m'intéresse, Dom, dit Lucas, le regard dur. C'est celle entre ce qui est à moi, et ce qui est à eux. Et ils l'ont franchi. Une fois de trop. Ce soir-là, Lucas s'enregistra dans un 3e hôtel, sous un autre nom. Il avait toujours préservé une sécurité opérationnelle stricte. Une habitude militaire qui, aujourd'hui, avait un tout autre but. Son téléphone affichait 27 appels manqués. 15 de Mélissa. 8 de son avocat. 3 d'Eden. Et 1 d'un numéro inconnu. Il écouta le message vocal de ce dernier appel. Papa, c'est Nora. Maman et Eden veulent pas me dire ce qui se passe, mais je sais qu'il y a quelque chose. Maman pleure tout le temps. Et il y a des hommes en costume à la maison qui posent des questions. S'il te plaît, rappelle-moi. Tu me manques. Lucas ferma les yeux. Nora. Sa fille douce et si intuitive. Ce message prouvait qu'elle n'avait pas fait partie du plan pour l'éloigner.
Il sauvegarda la messagerie vocale. Mais ne rappela pas. Pas encore. Il devait être sûr. Son ordinateur portable émit une alerte. Un mail de Dominique. Objet, premier lot de preuves. Le reste demain. T'avais raison. En pièces jointes. Des photos de surveillance du docteur Wilcox. Entrant dans la maison de Lucas. Avec sa propre clé. Des images horodatées le montraient à l'aise dans l'espace de Lucas. Portant sa robe de chambre. Buvant dans sa tasse à café. Des petites violations. Mais qui faisaient bien plus mal que l'infidélité elle-même. Et surtout. Un fichier audio. Admissible dans l'État du Colorado, avec le consentement d'une seule des parties. Melissa et Nathaniel en pleine discussion. Une fois le divorce finalisé, on vendra cette maison. On réunira nos avoirs et on construira quelque chose de vraiment à nous. Melissa parlait d'une voix pleine de soulagement. Plus de fantômes de Lucas dans chaque pièce. Et les enfants? Demanda Nathaniel. Eden est déjà de notre côté. Il ne se souvient presque plus de son père. Juste des promesses brisées, des anniversaires oubliés. Nora sera plus difficile, mais elle s'adaptera. Les enfants sont résilients. Et l'argent? Sa pension militaire? Les investissements? Le rire de Melissa fut glacial, étranger. Le Colorado est un État à répartition équitable, dit-elle. Après 16 ans de mariage, dont la majorité sans lui, j'obtiendrai au moins la moitié de tout. Mon avocat dit même qu'on a une bonne chance d'obtenir plus, vu ses absences prolongées. L'enregistrement continuait, mais Lucas en avait entendu assez. Il ne se contentait pas de le remplacer. Non. Il prévoyait de le dépouiller de tout ce pourquoi il avait travaillé, même de ses enfants. Il ouvrit son email sécurisé et rédigea un message à l'attention du colonel Peters. « Mon colonel, vous souvenez-vous de cette conversation que nous avons eue à Andrew? J'aurai peut-être finalement besoin des services de votre beau-frère. Mais d'abord, j'ai besoin d'une faveur que seul vous pouvez m'accorder. » Il cliqua sur « Envoyer », puis composa le numéro du cabinet Phillips et Waterman, avocat. Lucas Davenport à l'appareil, dit-il lorsque la réceptionniste décrocha. Je crois que maître Phillips essayait de me joindre. Un instant, monsieur Davenport. La ligne cliqua, puis une voix lisse, professionnelle, retentit. Monsieur Davenport, merci d'avoir enfin répondu à nos appels. Vos actions ont causé un préjudice considérable à ma cliente. Vraiment, fit Lucas d'un ton neutre. Vider des comptes conjoints sans avertissement n'est pas bien vu par les tribunaux familiaux. Je vous conseille fortement d'annuler ces transactions immédiatement. Je prendrai votre conseil en considération, maître Phillips. Ceci n'est pas une négociation, poursuivit l'avocat. À moins que vous ne souhaitiez vous retrouver perdant dans une procédure lente et extrêmement coûteuse, vous devrez transférer ces fonds avant la fin de journée. Maître Phillips, dit calmement Lucas, votre cliente vous a-t-elle informé de la nature réelle de sa relation avec le docteur Nathaniel Wilcox? Silence. Un temps. Je ne suis pas autorisé à discuter. Ou de leurs projets concernant mes enfants? Ou encore de la manière dont ils détournent systématiquement les fonds de la fiducie de mon grand-père à des fins personnelles. Une fiducie expressément destinée à l'éducation de mes enfants? Nouveau silence. C'est bien ce que je pensais. Lucas continua. Vous recevrez un dossier de preuve demain matin. Après l'avoir consulté, si vous souhaitez toujours représenter Melissa Davenport, nous pourrons poursuivre cette conversation. Jusque-là, je n'ai rien d'autre à dire. Il raccrocha avant que l'avocat ne puisse répondre, puis se tourna vers son ordinateur. Phase 1, terminée. Sécuriser ses avoirs. Rassembler les preuves. Phase 2, contre-attaque stratégique. Le colonel Peters lui avait appris une chose essentielle, autrefois. Dans la guerre, l'objectif n'est pas de se battre à armes égales. C'est de gagner. Net. Sans appel. Et Lucas avait bien l'intention de faire exactement cela. Chapitre 4 L'avantage. 3 jours après son retour sur le sol américain, Lucas était assis en face de l'avocate Victoria Reeves, dans son bureau du centre-ville de Denver.
Le beau-frère du colonel Peters l'avait mise en contact avec elle, la décrivant comme un requin qui ne souriait que lorsqu'elle sentait l'odeur du sang dans l'eau. La femme élégante, aux cheveux argentés, étudia le dossier que Lucas avait préparé avec l'aide de Dominique. Son expression resta neutre, jusqu'à ce qu'elle atteigne les documents financiers. Là, ses sourcils se haussèrent légèrement. Le docteur Wilcox rédige des ordonnances pour des patients fictifs, et facture les compagnies d'assurance, nota-t-elle en tapotant du doigt le document. Et votre femme falsifie les dossiers infirmiers pour le couvrir. C'est de la fraude à l'assurance, confirma Lucas. Oui. Et ses achats de propriété à Aspen via une société écran financée par la fiducie de votre grand-père? C'est un abus de fonds fiduciaires. Exactement. Victoria referma le dossier. Monsieur Davenport, avec un dossier aussi solide, nous pourrions non seulement garantir un règlement de divorce très favorable, mais aussi envisager des poursuites pénales contre votre femme et son amant. Je ne suis pas intéressé par des poursuites pénales, répondit Lucas. Pas encore. Ce que je veux, c'est du levier. Dans quel but? Mes enfants. Lucas parlait simplement. Mélissa a monté mon fils contre moi. J'ai besoin de temps pour réparer ça. Victoria le scruta. La plupart des clients dans votre situation veulent du sang. Je ne suis pas la plupart des clients, dit-il. J'ai déjà vu assez de sang pour plusieurs vies. Très bien. Elle croisa les doigts devant elle. Voici ce que je propose, nous préparons les documents du divorce, mais nous ne les déposons pas tout de suite. D'abord, nous organisons une rencontre avec votre femme et son avocat sans la présence du docteur Wilcox. Nous leur présentons une sélection de preuves, et nous posons nos conditions. Lesquelles? Garde physique exclusive de vos enfants pendant toute la procédure. Accès exclusif à votre domicile familial. Séparation totale de vos actifs financiers. Et une clause de confidentialité interdisant à Mélissa de parler du dossier à qui que ce soit, y compris à Wilcox. Lucas réfléchit. Ils n'accepteront jamais. Ils accepteront, répondit-elle. L'alternative, c'est la prison fédérale pour fraude à l'assurance. Victoria esquissa un sourire glacial. Les gens qui font face à la prison deviennent des négociateurs étonnamment dociles. Lucas hocha la tête. Organisez le rendez-vous. Mais j'ai quelque chose à faire d'abord. Ce même après-midi, Lucas était assis dans sa voiture de location, garée devant Riverdale High School. Lorsque la cloche finale sonna, il repéra Nora tout de suite. Elle marchait seule, la tête baissée. Plus aucun éclat de joie comme les jours précédents. Il sortit de la voiture. Nora. Sa fille se figea, puis se tourna lentement. Ses yeux s'écarquillèrent. Papa. Pendant une seconde, aucun d'eux ne bougea. Puis Nora courut vers lui, se jetant dans ses bras. Il l'enlaça fermement. Elle sanglotait. Tu es revenu. Tu as eu mon message. Je l'ai eu, répondit-il en la serrant contre lui. Je suis désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. Elle recula un peu. Maman dit que tu nous as abandonnés. Que tu as pris tout notre argent et que tu as disparu. Lucas ressentit une vive colère, mais son visage resta doux. Ce n'est pas ce qui s'est passé, Nora. Mais c'est compliqué. Vous allez divorcer? Probablement, admit-il. Mais ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. Ou pour Eden. Eden te déteste en ce moment, dit-elle sans détour. Il croit tout ce que maman et Dr Nat racontent. Dr Nat? C'est comme ça qu'ils veulent qu'on l'appelle, dit-elle en levant les yeux au ciel. Comme s'il faisait partie de la famille. Lucas ravala une bouffée de rage. Il vit à la maison? Presque chaque nuit depuis que tu es parti. Maman dit qu'elle a peur que tu reviennes la blesser. L'accusation fut comme un coup de poing. Nora, je ne ferai jamais ça. Je sais, papa, dit-elle sans hésitation. Je leur ai dit. Mais ils ne m'écoutent pas. Ils me traitent comme une enfant. Tu es une enfant, répondit Lucas doucement. Mon enfant. Et je vais réparer tout ça. Tu me fais confiance? Elle hocha la tête, sans une seconde d'hésitation.
Alors j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Il lui tendit une petite clé USB cryptée. Il y a des informations dessus. Tu dois la brancher sur l'ordinateur portable de ta mère, et cliquer sur « Exécuter ». Tu peux faire ça? Ça va faire quoi? Demanda Nora en examinant l'appareil. Ça va m'aider à te protéger, toi et Eden. Et je te promets, ça ne fera de mal à personne. Elle glissa la clé dans sa poche. Je le ferai ce soir. Une dernière chose, dit Lucas. Ne dis à personne que tu m'as vu aujourd'hui. Pas ton frère. Pas ta mère. Personne. Tu peux garder ce secret? Oui. Elle le serra fort dans ses bras. Quand est-ce que je te reverrai? Bientôt, lui promit Lucas. Très bientôt. Alors qu'elle s'éloignait, Lucas ressentit un mélange de fierté et de chagrin. La loyauté de sa fille brillait dans l'obscurité. Mais le simple fait qu'elle ait été mêlée à tout ça, lui brisait le cœur. Les enfants ne devraient jamais avoir à choisir entre leurs parents. Mais Melissa avait forcé ce choix. Et désormais, elle allait en payer le prix. Cette nuit-là, l'ordinateur portable de Lucas émit une alerte, le programme avait été lancé. En quelques secondes, des données affluèrent vers son serveur sécurisé, email, texto, historique bancaire, navigation internet, tout le contenu de l'ordinateur de Melissa. Parmi les fichiers, un dossier nommé « Stratégie de divorce ». À l'intérieur, des documents élaborés depuis plus d'1 an, des consultations juridiques, des discussions avec des conseillers financiers pour cacher des actifs, et, le plus troublant, une évaluation psychologique de Lucas, le décrivant comme instable, atteint de PTSD dû à ses déploiements militaires. Il construisait un dossier pour faire passer Lucas pour un père inapte, un homme dangereux, brisé par la guerre. Son téléphone vibra. Un message de Victoria. Rendez-vous fixé pour demain, 10 h, à mon cabinet. M et son avocat ont confirmé. Lucas répondit, puis rouvrit le dossier qu'il bâtissait depuis des semaines, désormais enrichi des preuves extraites de l'ordinateur. Sa position venait de se renforcer considérablement. Le château de cartes construit par Melissa et le docteur Wilcox était sur le point de s'effondrer. Le téléphone sonna. Dominique. Tu dois voir ça. Wilcox vient de faire un gros retrait en liquide, et a acheté 2 billets aller simples pour Cancun. Pour la semaine prochaine. 2 passagers, lui, et ta femme. Ils comptent fuir, compris Lucas. On dirait bien. Quelle est ta prochaine action? Lucas réfléchit une seconde. Les laisser croire que leur plan est encore viable, pour l'instant. Tu joues avec le feu, mon frère. Le feu n'est dangereux que si tu es dedans, répondit Lucas. Et je n'ai aucune intention d'être là quand tout brûlera. Elle était mince, avec de longs cheveux auburn et des yeux verts qui, autrefois, l'avaient regardée avec amour. À présent, ces mêmes yeux fuyaient son regard, fixé uniquement sur ses ongles parfaitement manucurés. Le visage de Phillips pâlit à mesure qu'il tournait chaque page. « Où avez-vous eu ces dossiers ?» demanda-t-il. « Leur provenance est-elle plus importante que leur contenu ?» rétorqua Victoria. « Ces accusations sont factuelles, » intervint-elle sèchement. Chaque document de ce dossier a été vérifié. La fraude à l'assurance à elle seule entraîne un minimum de 5 ans de prison fédérale. La tête de Melissa se releva brusquement. Fraude à l'assurance? De quoi tu parles? Phillips posa une main sur son bras pour la retenir. Nous devons discuter, en privé. Je vous en prie, fit Victoria en désignant une porte latérale. La pièce adjacente est disponible. Lorsqu'ils sortirent, Lucas resta silencieux, les yeux fixés sur la ligne d'horizon de Denver. Il s'était préparé pour cet instant. Voir Melissa confrontée à la trahison, face à face. Ce à quoi il ne s'était pas préparé, c'était au vide dans sa poitrine. Pas de douleur. Pas de colère. Juste, du vide. Tu gères ça plutôt bien, observa Victoria à voix basse. J'ai vécu pire, répondit Lucas. La plupart des clients s'effondrent ou explosent de rage. Tu restes incroyablement calme. L'entraînement militaire, expliqua Lucas. L'émotion brouille le jugement.
Et j'ai besoin d'un jugement clair, là, maintenant. Melissa et Phillips revinrent 15 minutes plus tard. Le visage de Phillips semblait résigné, tandis que la peur qu'affichait Melissa un peu plus tôt s'était transformée en une fureur glaciale. Nous sommes prêts à discuter des conditions, annonça Phillips. Victoria énonça leurs exigences. Lucas conserverait la maison familiale et la garde principale des 2 enfants pendant la procédure de divorce. Melissa déménagerait immédiatement. Le fonds de fiducie serait gelé jusqu'à l'accord final. Une ordonnance de non-divulgation temporaire empêcherait les 2 parties de discuter de l'affaire en dehors de leurs avocats. C'est du chantage, siffla Melissa en regardant enfin Lucas dans les yeux. Tu utilises nos enfants comme des pions. Voilà une accusation intéressante, répondit Lucas d'un ton calme. Surtout venant de la femme qui a poussé notre fils à me dire de ne pas rentrer pour Noël. Tu ne rentrais pas pour nous, répliqua Melissa. Tu rentrais parce que ta mission était terminée. C'est pas la même chose. Et cette différence justifie ce que tu as fait? 16 ans, Melissa. 16 ans à élever nos enfants seuls pendant que tu jouais au héros à l'autre bout du monde. 16 ans sans savoir si tu étais vivant ou mort. 16 ans à tout recommencer chaque fois que tu étais transféré. Tu aurais pu être honnête, répondit simplement Lucas. Si tu voulais partir, il suffisait de le dire. Mais au lieu de ça, tu as menti. Tu as volé. Tu as monté notre fils contre moi. Je l'ai protégé, dit-elle, la voix tremblante. Protégé contre plus de promesses vides. Plus d'anniversaires manqués. Lucas se pencha en avant. Voilà ce qui va se passer, Melissa. Tu vas signer ces papiers. Tu vas quitter notre maison. Et ensuite, tu vas dire la vérité à Eden. La vérité sur pourquoi je ne suis pas rentré à Noël. Et si je refuse? Lucas fit un signe de tête à Victoria, qui sortit un autre dossier. Alors ces documents seront remis au FBI, à l'ordre des médecins du Colorado, et à la presse. Phillips posa de nouveau une main sur le bras de Melissa. Ma cliente signera l'accord temporaire. À une condition, dit Melissa, sa voix tremblant à peine malgré les larmes dans ses yeux. Nathaniel n'est mentionné nulle part. Laissez-le en dehors de tout ça. Lucas échangea un regard avec Victoria, qui hocha la tête imperceptiblement. D'accord, répondit Lucas. Pour l'instant. Lorsque Melissa signa les documents, Lucas ne ressentit ni triomphe, ni soulagement. Juste le poids de ce qui venait ensuite, reconstruire sa relation avec ses enfants, surtout avec Eden, tout en ramassant les morceaux éparpillés de son mariage. Son téléphone vibra. Un message de Dominique. Sujet devient de réserver un 3e billet pour Cancun. Tarif enfant. Le sang de Lucas se glaça. Il ne comptait pas juste fuir. Il comptait emmener un de ses enfants avec eux. Et vu l'hostilité d'Eden à son égard, le choix ne faisait aucun doute. Il montra le message à Victoria. Son expression se durcit immédiatement. Signé ici, Monsieur Davenport, dit-elle en indiquant la dernière page. Nous avons des choses urgentes à traiter. Alors qu'il quittait la salle de conférence, Victoria lui souffla à l'oreille. Mon bureau. Maintenant. Une fois à l'intérieur, la porte refermée, le calme professionnel de Victoria céda à une efficacité fébrile. S'il prévoit d'emmener votre fils à l'étranger en violation de l'ordonnance de garde, il nous faut une audience d'urgence, dit-elle en composant déjà un numéro. Le juge Watkin me doit une faveur. On peut passer devant lui cet après-midi. Il nous faut plus qu'une audience, répondit Lucas. Il nous faut une surveillance sur Melissa et sur Wilcox. Et on doit mettre Eden en sécurité. Monsieur Davenport, peu importe ce que vous imaginez. Ils n'enlèveront pas mon fils en pleine journée, coupa Lucas. Ils attendront le dernier moment. Probablement la veille de leur vol. Il faut qu'on soit prêt. Victoria le fixa. Vous avez bien réfléchi à tout ça. Je planifie les imprévus, maître Reeves. C'est ce qui m'a maintenu en vie toutes ces années. Elle hocha lentement la tête. Je vais obtenir l'ordonnance d'urgence. Vous, surveillez votre fils. Lucas envoyait déjà un texto à Dominique.
Besoin d'yeux sur le sujet 3 immédiatement. École. Maison. Tous ces déplacements. La réponse ne tarda pas. Compris. Et pour le sujet 1? Lucas réfléchit. Melissa était furieuse mais tenue par l'accord qu'elle venait de signer. Le docteur Wilcox, en revanche, n'avait aucune contrainte. Priorité sur 2 et 3, répondit-il. 1 est neutralisé. Pour l'instant. Ce que Lucas ne partagea ni avec Victoria, ni avec Dominique, c'était la phase finale de son plan. Celle qui garantirait que Melissa et Nathaniel ne menaceraient plus jamais sa famille. Pour cela, il avait besoin d'autres alliés. En quittant le bureau de Victoria, Lucas composa un numéro que très peu de personnes connaissaient, la ligne directe du colonel Peters. « C'est Davenport », dit-il quand le colonel décrocha. « J'ai besoin d'activer le protocole Delta. » Un silence. « C'est extrême, Lucas. »« Tu es sûr ? » ?»« Il compte emmener mon fils hors du pays, monsieur. »« Alors oui. »« Je suis sûr. »« Compris. »« Je passe les appels. »« Delta sera active dans l'heure. » Lucas raccrocha, puis regarda sa montre. 18 heures. C'est ce qui lui restait avant que tout commence. Chapitre 6. Le précipice. L'audience d'urgence devant le juge Watkin dura moins de 30 minutes. Avec les preuves du vol prévu pour Cancun et l'accord de garde fraîchement signé, le juge n'eut aucun mal à émettre une ordonnance d'urgence interdisant à tout enfant de quitter le pays, et limitant leur déplacement hors du Colorado sans l'accord écrit de Lucas. Armé de cette décision de justice, Lucas fonça au lycée de Riverdale. La dernière sonnerie venait de retentir et les élèves se pressaient vers les bus ou les voitures. Il repéra immédiatement Eden. Plus grand que la dernière fois qu'il l'avait vu. Les mêmes cheveux noirs. La même mâchoire carrée que Lucas voyait tous les matins dans son miroir. Il s'approcha lentement, laissant à son fils le temps de le remarquer. Quand Eden leva les yeux et le vit, il se figea. Son visage passa par une tempête d'émotions, choc, colère, confusion. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il quand Lucas l'atteignit. « Je dois te parler » répondit Lucas calmement. « J'ai rien à te dire » répondit Eden en se détournant. Lucas posa une main douce mais ferme sur son épaule. « Ce n'est pas optionnel, Eden. On va parler. Maintenant. Maman a dit que tu ne pouvais pas me forcer à venir avec toi. » « Ta mère ne prend plus ses décisions, » répondit Lucas en lui montrant l'ordonnance du tribunal. « Depuis 2 heures, j'ai la garde principale. Toi et ta sœur pendant la procédure de divorce. » « Divorce ?» La voix d'Eden se brisa. « Tu nous quittes vraiment ?» L'accusation, si inversée, si éloignée de la réalité, frappa Lucas comme un coup physique. « C'est ce qu'elle t'a dit ? Que je partais ?» Eden détourna le regard. « Elle a dit que tu n'avais jamais vraiment été là de toute façon. »« Allons quelque part où nous pourrons parler en privé, » suggéra Lucas en désignant sa voiture. Après un moment d'hésitation, Eden le suivit. Ils roulèrent en silence jusqu'à un parc voisin, trouvèrent un banc vide et s'assirent côte à côte, regardant les enfants jouer sur une aire de jeu lointaine. « Sais-tu pourquoi je ne suis pas rentré à la maison pour Noël ?» demanda finalement Lucas. Eden fixa ses mains. « Parce que je t'ai dit de ne pas venir. »« Et pourquoi as-tu envoyé ce message ?» Silence. « Eden, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi, » insista Lucas. « Ce message était-il ton idée ou quelqu'un te l'a-t-il suggéré ? » Maman a dit. Eden avala difficilement. Maman a dit que tu ne venais à la maison que parce que tu y étais obligé, que tu ne voulais pas vraiment être avec nous, que nous serions tous plus heureux si tu restais à l'écart. Lucas prit une profonde inspiration, contrôlant sa colère. Et tu l'as cru ? Que suis-je censé croire ? La voix d'Eden monta. Tu es parti depuis 4 ans, papa. 4 ans. Tu as manqué tout, mes championnats de basket, ma première petite amie, la remise des diplômes de Nora au collège, tout. Je sais, reconnut Lucas. Et je le regretterai pour le reste de ma vie. Mais je servais notre pays, Eden. Je n'étais pas absent par choix. Tu aurais pu demander une mutation sur une base nationale.
D'autres parents militaires le font. Oui, j'aurais pu, admit Lucas. Et j'essayais justement d'organiser cela. Ma dernière mission était censée être mon dernier déploiement à l'étranger. Je prévoyais de demander un poste de formation à Fort Carson pour pouvoir être à la maison chaque nuit. Eden sembla sceptique. Vraiment? Lucas sortit son téléphone et montra à Eden un échange de mails avec son officier commandant, daté de 3 mois plus tôt, discutant de la demande de mutation. Je voulais vous faire la surprise à Noël, expliqua Lucas. Un retour définitif, pas juste une autre permission. Les épaules d'Eden s'affaissèrent. Maman n'a jamais rien dit à ce sujet. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses que ta mère ne t'a pas dites, dit Lucas prudemment. Comme sa relation avec le docteur Wilcox. La tête d'Eden se releva brusquement. Qu'en est-il du docteur Nat? Depuis combien de temps es-tu au courant pour eux? Quelques mois, admit Eden. Maman a dit qu'ils étaient tombés amoureux pendant que tu étais parti, que parfois ces choses arrivent. Et le voyage à Cancun la semaine prochaine? T'en a-t-elle parlé? L'expression confuse d'Eden répondit à la question. Ta mère et le docteur Wilcox ont acheté 3 billets pour le Mexique, expliqua Lucas. Pour eux et toi. Des billets aller simples. Ce n'est pas. Eden s'interrompit, l'incertitude voilant ses traits. Elle ne m'emmènerait pas sans me le dire. Elle prévoyait probablement de te le dire à la dernière minute, dit Lucas doucement. Probablement avec une histoire sur le fait que j'avais accepté ou que c'était juste des vacances. Comment le sais-tu? Parce que j'ai vu les preuves, Eden, les achats de billets, la propriété de location qu'ils ont sécurisée à Cancun, l'école mexicaine qu'ils ont contactée pour ton inscription. Eden semblait dévastée. Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'elle et le docteur Wilcox ont détourné de l'argent du fonds en fiducie que ton arrière-grand-père avait mis en place pour tes études universitaires, expliqua Lucas. Ils allaient être découverts, alors ils ont prévu de fuir. Je ne te crois pas, dit Eden, mais sa voix manquait de conviction. Lucas lui tendit un dossier contenant des impressions des preuves, soigneusement sélectionnées pour prouver ses affirmations sans révéler toute l'étendue des crimes de Melissa et Nathaniel. Alors qu'Eden parcourait les documents, son expression se durcit. Elle m'a menti. Oui, confirma Lucas. Elle l'a fait. Et ce message qu'elle t'a fait m'envoyer faisait partie de son plan pour me tenir à l'écart jusqu'à ce qu'ils puissent finaliser leur fuite. Eden referma le dossier, ses mains tremblant légèrement. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, je te ramène à la maison, dit Lucas. À notre maison. Ta mère déménagera ce soir, conformément à l'ordonnance du tribunal. Et le docteur Nat? Il ne sera plus le bienvenu chez nous. Eden hocha lentement la tête. Et Nora? Elle sera avec nous aussi. Elle est au courant de tout ça. Lucas hésita. Elle en sait une partie. Elle n'a jamais cru au mensonge à mon sujet. Une lueur de honte traversa les yeux d'Eden. Je suis désolé, papa. Pour le message. Pour avoir cru maman. Tu as 16 ans, Eden. Tu as fait confiance à ta mère, comme tu aurais dû pouvoir le faire, dit Lucas en posant une main sur l'épaule de son fils. Ce n'est pas ta faute. Alors que les huissiers faisaient entrer Melissa et le docteur Wilcox, tous deux en combinaison orange, menottes au poignet, Melissa balaya frénétiquement la salle du regard, les yeux cernés de rouge. Lorsqu'elle aperçut Lucas et les enfants, son visage se décomposa. Maman, murmura Nora en se redressant à moitié. Lucas posa une main douce sur le bras de sa fille, qui se rassit aussitôt. La procédure fut rapide, les charges furent énoncées. Complot en vue d'une fraude à l'assurance, distribution illégale de substances contrôlées, fraude électronique, détournement de fonds fiduciaires, et la plus grave, tentative d'enlèvement parental. Au moment d'évoquer la libération sous caution, le procureur fut sans équivoque. Votre honneur, ces deux accusés avaient acheté des billets aller simples pour le Mexique et s'apprêtaient à fuir avec l'enfant mineur de Madame Davenport et de son époux. Ils incarnent parfaitement le risque de fuite. L'avocat du docteur Wilcox plaida pour une libération sous caution, s'appuyant sur la réputation de son client et son absence de casier judiciaire. L'avocat commis d'office de Melissa, Graham Phillips,
Ayant quitté l'affaire après son arrestation, de nouveaux arguments similaires furent présentés. Mais le juge Harmon resta inflexible. Caution refusée pour les deux accusés. Ils resteront en détention jusqu'au procès. Alors que les huissiers les reconduisaient, Melissa se tourna vers Lucas et les enfants. Eden, Nora, dites-leur que c'est une erreur. C'est votre père qui fait ça pour me punir. Eden fixait droit devant lui, le visage impassible. Nora enfouit son visage contre l'épaule de Lucas. Les accusés s'abstiendront de s'adresser à la galerie, rappela fermement le juge Harmon. Alors que Melissa était emmenée, son regard croisa une dernière fois celui de Lucas. La haine qu'il y eut ne laissait aucun doute, elle ne lui pardonnerait jamais. Tout comme lui ne pourrait jamais lui pardonner ce qu'elle avait fait à leur famille. Devant le tribunal, les journalistes les encerclèrent. Victoria dévia habilement la plupart des questions, mais l'une d'elles parvint jusqu'à Lucas. « Monsieur Davenport, que ressentez-vous en voyant votre épouse faire face à de telles accusations ?» Il réfléchit un instant, conscient que ses enfants l'écoutaient. La justice n'est jamais une raison de se réjouir. Mais la vérité devait émerger. Pour le bien de mes enfants. Sur le trajet du retour, le silence régnait dans la voiture. Eden finit par le briser. « Papa, tout ça était-il vraiment nécessaire? Tu n'aurais pas pu divorcer de maman sans les arrestations ?» Lucas le regarda dans le rétroviseur. « Eden, ce que ta mère et le docteur Wilcox préparaient n'était pas seulement immoral. C'était criminel. Ils allaient vous emmener à l'étranger contre la décision du tribunal. Ils ont volé dans ton fonds fiduciaire. Ce sont des faits documentés. Mais, c'est quand même maman, intervint Nora. Elle nous a élevés quand tu étais absent. » La remarque le toucha, mais Lucas hocha la tête. « Tu as raison, Nora. Je lui en serai toujours reconnaissant. Mais être une bonne mère pendant des années n'excuse pas des actes criminels. »« Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir ?» demanda Eden. « On va reconstruire. Un jour à la fois. » Ce soir-là, tandis que les enfants s'isolaient pour digérer les événements, Lucas s'assit dans son bureau pour lire les derniers documents envoyés par Victoria et Dominique. Le dossier contre Melissa et Nathaniel se renforçait. Les comptes offshore, les transferts frauduleux, tout pointait vers des peines de 10 à 15 ans. Lucas ne ressentait ni triomphe ni soulagement. Juste un vide là où son ancienne vie avec Melissa avait existé. Un message anonyme vibra sur son téléphone. « Ce n'est pas fini, Lucas. Tu as détruit tout ce que j'ai bâti. Je ne te pardonnerai jamais. » Melissa avait trouvé un moyen de le contacter. Il conserva le message comme preuve, mais ne répondit pas. Certains combats ne valaient pas la peine d'être livrés. Il ouvrit plutôt son ordinateur et chercha des thérapeutes familiaux à Denver. Ses enfants auraient besoin de soutien professionnel pour traverser cette trahison. Et peut-être lui aussi, même s'il ne l'avouerait jamais. La route serait longue. Mais Lucas n'avait jamais reculé devant une mission difficile. Et reconstruire sa famille à partir des cendres de la trahison serait la plus importante de toutes. Chapitre 8, la reconstruction. 6 semaines après l'arrestation de Melissa, le foyer Davenport avait trouvé une forme de stabilité. Lucas avait accepté un poste de consultant tactique dans une entreprise de sécurité privée à Denver, ce qui lui permettait de travailler à des horaires réguliers et d'être à la maison chaque soir pour le dîner. Eden, initialement en colère, s'était apaisé grâce à ses séances hebdomadaires de thérapie, confronté peu à peu à la réalité des actes de sa mère. Nora, elle, bien que silencieusement endeuillée par l'absence de sa mère, faisait preuve d'une résilience impressionnante. Elle s'investissait à l'école et passait plus de temps avec Lucas. Un soir, alors qu'ils débarrassaient la table ensemble, Lucas remarqua le regard pensif d'Eden. « Tu as quelque chose en tête ?» Eden hésita. « L'audience préliminaire de maman, c'est la semaine prochaine. »« Oui, » confirma Lucas. « Victoria m'a appelé ce matin pour les détails. »« Tu vas y aller ?» Lucas le fixa. « Tu songes à y assister ?» Eden haussa les épaules. « Peut-être. Je ne l'ai pas vu depuis sa comparution. »« Tu peux lui rendre visite au centre de détention, » proposa Lucas. « Je te l'ai dit, je ne m'opposerai jamais à ta relation avec ta mère. »« Je sais. »
Mais la voir là-bas, c'est dur. Bien sûr. Et personne ne t'en voudra d'attendre que tu sois prêt. Eden releva les yeux. Et toi? Tu lui pardonneras un jour? Lucas prit un moment avant de répondre. Non. Ce qu'elle a fait n'était pas seulement une trahison de notre mariage. C'était un plan calculé pour vous voler votre avenir et m'écarter de vos vies. Certaines limites, une fois franchies, ne peuvent être oubliées. Eden hocha lentement la tête. C'est ce que je pensais que tu dirais. Ça ne me dérange pas. En fait, ça me rassure. Savoir que tu as des limites qu'on ne peut pas transgresser. Lucas posa une main sur l'épaule de son fils, touché par la maturité de ses paroles. À 16 ans, Eden affrontait des dilemmes moraux que bien des adultes ne comprenaient même pas. Docteur Lavigne dit que garder de la colère me fait plus de mal qu'à maman, continua-t-il. Mais je ne sais pas comment la laisser partir. Le pardon est un chemin personnel, répondit Lucas. Ne te presse pas, et ne fais pas semblant. Quelles que soient tes émotions, elles sont légitimes. Nora fit irruption dans la cuisine, brandissant son téléphone. Papa. Coach Williams vient de m'envoyer un message. J'ai été sélectionné pour l'équipe de football universitaire. Lucas sourit largement en l'enlaçant. C'est fantastique, Nora. Quand est ton premier match? Tandis que Nora déroulait avec enthousiasme le calendrier de la saison, Lucas croisa le regard d'Eden par-dessus l'épaule de sa sœur. Un petit sourire. Une reconnaissance. Une conversation conclue. Et pour la confiance que les autres placent en nous, j'espère qu'en tant qu'adulte, vous avez trouvé votre propre équilibre entre la compassion et l'autoprotection. J'espère que vous avez appris à pardonner quand cela servait votre cœur, mais aussi à rester ferme lorsque le pardon n'aurait fait qu'inviter davantage de souffrance. Par-dessus tout, j'espère que vous savez à quel point vous êtes profondément aimé. Pas seulement par moi, mais par tous ceux qui ont le privilège de connaître les personnes remarquables que vous êtes devenus. Avec un amour éternel. Papa. Lucas scella la lettre et la rangea dans un coffre ignifuge, aux côtés d'autres documents importants. Puis, il éteignit les lumières et se prépara à dormir, prêt à affronter les défis que demain pourrait lui réserver. Chapitre 9, la résolution. 2 ans après la condamnation de Melissa, Lucas se tenait dans le gymnase bondé du lycée de Riverdale, applaudissant avec fierté alors qu'Eden traversait la scène pour recevoir son diplôme. Aujourd'hui âgé de 18 ans, son fils était devenu un jeune homme au caractère remarquable, réfléchi, résilient et farouchement loyal envers ceux qui avaient gagné sa confiance. À ses côtés, Nora, 16 ans, acclama bruyamment son frère, le visage illuminé par la fierté. Elle s'était elle aussi épanouie, brillant autant sur le plan académique que sportif. Elle venait d'être nommée capitaine de l'équipe de football du lycée. Lorsqu'Eden les rejoignit après la cérémonie, Lucas le serra dans ses bras avec émotion. « Félicitations, mon fils. Je ne pourrais pas être plus fier de toi. »« Merci, papa, » répondit Eden, son sourire sincère contrastant fortement avec l'adolescent en colère et perdu qu'il avait été 2 ans plus tôt. « Il faut qu'on y aille si on veut arriver à temps pour la réservation, » rappela Nora en se dirigeant déjà vers la sortie. La célébration, organisée dans le restaurant préféré d'Eden, fut parfaite. Un bon repas, des conversations naturelles, et le rythme apaisant d'une famille ayant retrouvé son équilibre. Quand Eden ouvrit le cadeau de Lucas, une boussole militaire vintage ayant appartenu au grand-père de Lucas, ses yeux s'écarquillèrent. « Tu as toujours dit que c'était ton bien le plus précieux, » dit-il en tournant l'instrument en laiton dans ses mains. « C'est vrai, » confirma Lucas. « Maintenant, elle est à toi. » Un rappel que, même quand le chemin n'est pas clair, tu as en toi les outils pour trouver ta route. Plus tard dans la soirée, après que Nora soit allée se coucher, Eden resta un moment dans le salon avec Lucas. Quelque chose pesait clairement sur son esprit. « Tout va bien ?» demanda Lucas. Eden hésita avant de répondre. « J'ai reçu une lettre de maman la semaine dernière. Elle a sa première audience de libération conditionnelle le mois prochain. » Lucas hocha la tête. Il avait reçu la notification officielle en tant que victime au dossier. « Et comment tu te sens par rapport à ça ?» « Partagé, » admit Eden. « Une part de moi pense qu'elle a assez payé. Une autre,
n'est pas prête à la revoir dans sa vie? Compléta Lucas. Ouais, répondit Eden, soulagé que son père ait compris. Ce n'est pas terrible, tu sais. Non, demanda Eden, incertain. Pas du tout, assura Lucas. Tes émotions sont légitimes. Quelle que soit ta décision, renouer ou garder tes distances, je te soutiendrai. Et toi? Tu vas t'opposer à sa libération? Lucas y avait longuement réfléchi. Non, dit-il enfin. J'en ai envie, mais je ne le ferai pas. Je ne plaiderai ni pour, ni contre. La commission statuera sur la base de son comportement et de sa réhabilitation, pas sur mon opinion. Eden hocha lentement la tête. C'est juste. L'essentiel, poursuivit Lucas, c'est que peu importe leur décision, notre famille reste solide. La possible libération de ta mère ne change rien à ce que nous avons construit ensemble. La semaine suivante apporta une nouvelle inattendue. Non pas sur Melissa, mais sur le docteur Wilcox. Il avait été tué lors d'une altercation en prison, apparemment après que des informations sur ses crimes envers des enfants via une fraude aux prescriptions aient circulé parmi les détenus. L'homme qui avait presque détruit la famille Davenport n'était plus. Lucas reçut la nouvelle avec des émotions complexes. En tant que soldat, il avait déjà pris des vies au combat, mais sans jamais en tirer de satisfaction. Pourtant, il ne pouvait nier le sentiment de clôture que cela lui apportait. Nathaniel Wilcox ne pourrait plus jamais nuire à sa famille ni manipuler qui que ce soit. Il annonça la nouvelle à ses enfants avec précaution, insistant sur le fait que, même s'il pouvait ressentir diverses émotions, la célébrer serait inapproprié. « Je ne me sens pas heureuse, dit Nora, pensive. Mais je ne suis pas triste non plus. C'est mal? Non, répondit Lucas. C'est une réaction mesurée envers quelqu'un qui a causé beaucoup de mal. Tu crois que ça changera quelque chose à l'audience de maman? Demanda Eden. Peut-être, reconnut Lucas. Sans l'influence de Wilcox, la commission pourrait la juger moins susceptible de récidiver. Et ce fut le cas. Un mois plus tard, Melissa obtint sa libération conditionnelle avec des restrictions strictes, rapport régulier avec un agent, thérapie obligatoire, et limitations sur ses déplacements et emplois. Elle serait libérée dans 2 semaines. Cette nouvelle tomba alors que les Davenport se préparaient à une nouvelle étape, le départ d'Eden pour l'Académie navale des États-Unis. Un choix qui avait d'abord surpris Lucas, mais qu'il soutenait pleinement. « Tu vas aller, papa ?» demanda Eden en rangeant ses affaires. « Avec maman dehors, juste toi et Nora ici. » L'inquiétude dans sa voix toucha profondément Lucas. « On ira bien, Eden. Ta mère n'a aucun droit légal de vous approcher sans autorisation. Et elle sait qu'il vaut mieux ne pas tester mes limites. » Eden insista. « Mais si elle essaie? » « Elle n'essaiera pas, répondit Lucas fermement. « Mais si elle le fait? Je suis parfaitement capable de gérer. Concentre-toi sur ton avenir, ta formation. C'est ta mission, maintenant. » Le jour de la libération de Melissa coïncida avec le départ d'Eden pour Annapolis. Lucas ne savait pas si ce timing avait été calculé par les avocats de Melissa, mais il était reconnaissant, cela évitait à Eden de devoir décider immédiatement s'il voulait revoir sa mère. Nora, en revanche, n'eut pas ce luxe. Melissa lui avait envoyé une lettre, demandant une rencontre et une invitation prudente, pleine de retenue, qui reconnaissait le droit de Nora de refuser. « Qu'est-ce que je devrais faire, papa ?» demanda Nora en lui montrant la lettre. Lucas la lui rendit, sans commentaire. « C'est entièrement ta décision, Nora. Je ne t'influencerai pas. » Elle l'observa longuement. « Mais toi, tu ne la verras pas? » « Non, » confirma Lucas. « Ma position n'a pas changé. »« Parce que tu ne crois pas qu'elle est vraiment désolée? »« Parce que certaines trahisons ne peuvent pas être réparées, » expliqua-t-il. « Ta relation avec elle est différente de la mienne. Tu dois choisir selon ce qui te semble juste. » Après quelques jours de réflexion, Nora décida de rencontrer Melissa, dans un lieu neutre, un parc public. Lucas attendait à distance. La rencontre fut brève, et selon Nora, maladroite, mais pas hostile. « Elle est différente, » dit-elle ce soir-là. Plus calme. « Moi, je sais pas, brillante. »
La prison change les gens. Elle a parlé de moi, demanda Lucas. Oui. Elle a demandé si tu sortais avec quelqu'un. Et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que tu as eu quelques rendez-vous, mais rien de sérieux. Nora sourit. Mais je crois que Madame Rivera du département de maths espère changer ça. Lucas sourit à son tour, sans relever. Ses tentatives de rencontre avaient été rares et discrètes. Son objectif avait toujours été de créer un environnement stable pour ses enfants, pas de reconstruire sa vie sentimentale. Maman a aussi demandé si elle pouvait venir à mes matchs. Son visage devint plus sérieux. J'ai dit que j'y réfléchirais. Et tu vas le faire? Demanda Lucas. Peut-être un jour, répondit-elle avec un haussement d'épaule. Je ne suis pas encore prête à ce qu'elle soit autant présente. Mais, peut-être plus tard. C'est une approche saine, approuva Lucas. Prends ton temps. Fixe tes limites. La vie reprit son cours. Eden s'épanouissait à l'académie, appelant chaque semaine pour donner des nouvelles. Nora maintenait un contact limité et prudent avec Melissa, toujours en lieu public, toujours à ses conditions. Lucas, lui, se concentrait sur son travail et sa relation avec sa fille, créant un foyer où elle continuait à s'épanouir. Puis, 6 mois après la libération de Melissa, Lucas reçut une visite inattendue à son bureau. Graham Phillips, l'avocat chargé du divorce initial de Melissa, demanda un entretien privé. Monsieur Davenport, dit Phillips une fois assis, je représente un client souhaitant acquérir votre propriété à Aspen. Lucas haussa un sourcil. Je ne possède pas de biens à Aspen. Pas directement, admit Phillips. Il appartient à une fiducie créée par votre grand-père. La même que votre ex-femme et le docteur Wilcox ont tenté de détourner. Je connais cette fiducie, répondit Lucas prudemment. Mais elle ne détient aucun bien à Aspen. Phillips eut un sourire mince. En réalité, si. Lors de l'enquête sur le détournement, les autorités ont découvert que même si des fonds avaient été siphonnés, ils avaient finalement servi à acquérir des biens légitimes. Le tribunal a restitué ses actifs à la fiducie. C'était une surprise pour Lucas. Il s'était tellement concentré sur les procès et le bien-être de ses enfants qu'il avait laissé les détails financiers aux experts. Donc il y a un bien à Aspen qui appartient légalement à la fiducie de mes enfants? Résuma-t-il. Oui, confirma Phillips. Et mon client souhaite l'acheter. Pour un montant bien supérieur à sa valeur marchande. Pourquoi? Ce bien a une valeur sentimentale pour mon client. Et soudain, Lucas comprit. Votre cliente, c'est Melissa. Phillips ne confirma ni ne démentit. L'offre est de 7,2 millions. Le bien avait été acquis pour 5 millions à l'époque, avec les fonds détournés. Lucas s'adossa, pensif. La fiducie avait été créée pour l'éducation de ses enfants. Et maintenant, le passé revenait frapper à la porte. Et une sécurité future avec une prime de plus de 2 millions de dollars, améliorerait considérablement cette sécurité. Je dois en discuter avec le fiduciaire, dit finalement Lucas. Bien sûr, acquiesça Phillips en faisant glisser une carte de visite sur le bureau. Qu'ils me contactent directement s'ils ont des questions. Une fois Phillips parti, Lucas appela Victoria Reeves, qui confirma l'existence du bien et son statut légal. Le parquet a gardé cela sous silence pendant la procédure pénale, expliqua-t-elle. Il se concentrait uniquement sur l'établissement de la culpabilité, pas sur la récupération des actifs. Mais oui, la propriété à Aspen a bien été achetée avec des fonds du trust, et elle a été légalement réintégrée à celui-ci. L'offre est légitime. 7 200 000 $, c'est bien au-dessus de la valeur du marché. D'un point de vue purement financier, c'est une excellente affaire pour le trust de vos enfants, confirma Victoria. Mais l'acheteur, c'est presque certainement Melissa, nota Lucas. Ce qui soulève d'autres questions, pourquoi tient-elle tant à cette propriété en particulier? Quelles sont ses véritables motivations? Victoria resta silencieuse un instant. Lucas, je vous ai représenté tout au long de cette épreuve. J'ai vu de mes propres yeux comment les actes de Melissa ont détruit votre famille. Si vous souhaitez refuser cette offre par principe, je comprendrai parfaitement. Ce n'est pas mon argent à refuser,
fit remarquer Lucas. Il appartient à Eden et Nora. Alors peut-être devriez-vous en discuter avec eux, suggéra Victoria. Ils sont assez grands pour donner leur avis sur une décision qui affecte leur avenir. Ce soir-là, Lucas organisa un appel vidéo avec Eden et demanda à Nora de les rejoindre dans le salon. Il expliqua la situation aussi objectivement que possible, présentant les faits financiers sans spéculer sur les intentions de Melissa. Donc, maman veut racheter cette maison qu'elle avait repérée avec le docteur Wilcox, demanda Nora, sceptique. Apparemment, oui, confirma Lucas. Avec de l'argent qu'elle n'a pas, ajouta Eden depuis l'écran de l'ordinateur portable de Lucas. Elle sort d'où, les 7 millions? C'est une question pertinente, reconnut Lucas. Et je compte bien obtenir une réponse avant de poursuivre la vente. Mais si tout est en règle, insista Nora. On vendrait. Lucas regarda ses enfants tour à tour. C'est justement ce que je voulais discuter avec vous. C'est votre trust, votre avenir. La décision doit refléter vos souhaits. Eden et Nora échangèrent un regard à travers l'écran. Je pense qu'on devrait vendre, dit finalement Eden. Pas pour maman, mais pour nous. Cet argent supplémentaire sécuriserait les études de Nora, et au-delà. Je suis d'accord, acquiesça Nora. Mais j'ai une condition. Laquelle? Demanda Lucas. Qu'on ne mette jamais les pieds dans cette maison. Je ne veux rien avoir à faire avec quelque chose que maman et le docteur Wilcox ont choisi ensemble pendant qu'ils nous volaient. D'accord, dit Eden immédiatement. Lucas hocha la tête, fier de leur maturité. Dans ce cas, je demanderai à Victoria de procéder à la vente, à condition que la source des fonds soit vérifiée. L'enquête sur les finances de Melissa révéla une source inattendue pour l'achat, une police d'assurance vie au nom du docteur Wilcox, désignant Melissa comme bénéficiaire. La police avait été souscrite bien avant leur rencontre, alors qu'il était encore marié à sa première épouse, et n'avait jamais été mise à jour lors de ses mariages suivants. L'ironie n'échappa pas à Lucas. Nathaniel Wilcox, celui qui avait manipulé puis trahi Melissa, finançait désormais ses désirs, après sa mort. Après un examen juridique approfondi, la vente fut finalisée. Le trust reçut l'intégralité du montant, immédiatement diversifié en investissements plus stables. La propriété à Aspen passa sous la pleine propriété de Melissa, sans aucun lien restant avec la famille Davenport. Lucas ne demanda jamais pourquoi cette maison comptait tant pour elle. Certaines questions méritaient simplement de rester sans réponse. 5 ans plus tard. Lucas se tenait sur une autre scène de remise de diplôme, cette fois à l'université de Stanford, aux côtés de Nora qui venait de recevoir son diplôme en ingénierie biomédicale. Eden, désormais officier de la marine, se tenait à côté d'eux, en uniforme d'apparat. Ils prirent la pause pour les photos, leurs sourires authentiques, leurs liens plus solides que jamais. Le chemin depuis ce SMS dévastateur jusqu'à cet instant de triomphe avait été long, semé de douleurs et de décisions difficiles. Mais ils en étaient sortis, non seulement intacts, mais transformés. Plus résilients. Plus honnêtes envers eux-mêmes. Plus reconnaissants pour la famille qu'ils avaient reconstruite. Alors qu'ils quittaient la cérémonie, le téléphone de Lucas vibra. Un message, d'un numéro inconnu. Félicitations à Nora. Vous avez élevé des enfants remarquables. M. Lucas lut le message, mais ne répondit pas. Certaines limites demeuraient absolues. Ce soir-là, tandis qu'il regardait Eden et Nora rire ensemble autour du dîner, Lucas repensa aux leçons de ces 7 dernières années. Il avait découvert sa propre capacité à la dureté quand sa famille était menacée. Il avait appris que protéger nécessitait parfois des choix difficiles, aux conséquences douloureuses. Et il avait confirmé ce qu'il avait toujours su. Certaines trahisons ne peuvent jamais être pardonnées. Mais il avait aussi découvert une chose inattendue. Que ne pas pardonner ne signifiait pas forcément rester amer. Que poser des limites n'impliquait pas de garder de la colère. Que continuer à avancer ne nécessitait pas toujours une réconciliation, mais exigeait un certain lâcher-prise. Il avait libéré Melissa de sa vie, totalement. Il avait renoncé à la vengeance. Il avait laissé derrière lui le mariage et les rêves qu'il représentait autrefois. Ce qu'il avait conservé, c'était l'essentiel. Ses enfants. Son intégrité.
et la certitude qu'au moment décisif, il avait fait ce qu'il fallait pour protéger les siens sans hésitation, sans compromis, sans regret. Le message que Melissa lui avait envoyé des années auparavant était toujours dans son téléphone. Ce n'est pas fini, Lucas. Tu as détruit tout ce que j'ai construit. Je ne te le pardonnerai jamais. Sa réponse, à l'époque, avait été le silence. Sa réponse, aujourd'hui, s'il devait en donner une, serait simple. Compris. Claquette et voilà, une autre histoire touche à sa fin. Qu'en avez-vous pensé? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en vous abonnant, ça compte énormément pour nous. Télévision pour plus d'histoires comme celle-ci, découvrez les vidéos recommandées à l'écran. Et à très bientôt. I think anyone bet. Was I already down here? Oh, evidently not. Oh no. Oh no, they're gonna start converging their mana to make me do shit. Oh no, 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 no. I enjoy telling people all I listen to is EDM and they think I'm crazy. That's like kind of where I'm at though. I mean, I do listen to non-EDM, but it is pretty close to like entirely EDM. I can't even lie. I mean, there's lots of different types of EDM. I'm still diversifying within the umbrella of EDM. Like a lot. Like, I like a lot of different types, right? But it does all fall within that larger umbrella of EDM. We've got our jukebox and our music disc. Yeah, so I have a bucket with Dylan in it, but I could use an actual bucket. Okay, chat, we're almost back. Really, the only thing we're missing now is gold for trading with piglins, but we can get that. We can get that, in the nether. We just need to find the portal again. I did kind of run off. Alright, let's go see if we can find that portal. I mean, it's a well-mixed song, but yeah, it's just, it really caught me off guard. Because I thought this was like Midwest emo. And then the bass came in and just rattled the whole house. I feel so content messing with you. That's the dream. All right, for my non-subs, we've got about 2.5 minutes before a 90-second ad break is going to start. But there's the silver lining, because a raffle for 1,000 mana will begin as soon as the ads start. For my subscribed viewers, you get the privilege of ad-free viewing. Okay. Chat, do you think we're finding this portal again? Oh, is that the village? Wait, no.